Bienvenue dans ce deuxième épisode de Rythme boursier. Aujourd'hui, nous allons explorer une approche peu conventionnelle mais efficace pour diversifier votre portefeuille. Investir à contre-courant, alors que les indices américains aujourd'hui atteignent des niveaux sommets, des niveaux historiques, nous nous demandons s'il est judicieux de miser sur des titres ou des secteurs plus faibles pour une meilleure diversification. Pour nous aider à mieux comprendre cette stratégie, nous accueillons aujourd'hui un invité spécial, M. Richard, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, formateur, gestionnaire de placements agréés, négociant autonome actif plus de 25 ans sur les marchés. M. Richard va nous partager avec nous son expérience sur l'utilisation de 3 mécanismes pour investir à contre-courant. C'est quoi la vente à découvert? Les fonds négociés en bourse à performance inversée, les options de vente. Nous expliquerons ensemble quels sont les avantages, les risques et les meilleures pratiques pour tirer parti de ces stratégies. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Je te cède la parole aussi. Oui, merci pour cette introduction, Brian. Donc, on peut commencer par effectivement définir ce qu'est un investisseur à contre-courant, le sujet du jour. Alors, je dirais qu'un investisseur à contre-courant, c'est quelqu'un qui va négocier contre les sentiments dominants du marché. Donc, autrement dit, c'est quelqu'un qui va négocier, qui va délibérément aller à l'encontre de la position courante du marché, donc de la majorité des autres investisseurs. Donc, il fait un peu bande à part. Cette stratégie va être en partie fondée sur l'analyse technique. Comme investisseur à contre-courant, bien évidemment, on va se tenir à l'affût des indicateurs du marché et souvent, on va chercher des opportunités pour aller un petit peu à contre-tendance. Donc, que ce soit un titre, un secteur qu'on peut juger surévalué ou sous-évalué ou survendu, suracheté. Et là, à ce moment-là, on va se positionner contraire à la tendance générale. Donc, d'où le nom contraire ou contre-courant ou en anglais contrarian qui définit ce type de stratégie. Quels sont les mécanismes pour investir à contre-courant? Il y a plusieurs mécaniques qu'on peut utiliser. Vous en as mentionné quelques-unes de ces mécaniques-là au départ. Évidemment, on peut acheter, que ce soit des titres ou des fonds négociés en bourse, des FNB. Donc, Oui. de tenir des positions longues sur des titres ou secteurs sous-évalués. On pourrait aussi miser sur une baisse d'un secteur ou d'un titre surévalué, que ce soit par le biais de la vente à découvert, mais aussi en utilisant des fonds négociés en bourse à performance inversée et aussi, évidemment, sans oublier l'utilisation des options qu'on peut prendre pour miser sur la hausse ou la baisse d'un titre ou d'un secteur également. D'accord, d'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle En anglais, communément appelé un short, donc Oui. vente à découvert. Oui, puis c'est ça, dans l'investissement à contre-courant, mais à ce moment-là, si on juge qu'un titre ou un secteur est évalué, on peut effectivement procéder à une vente à découvert. On a plusieurs exemples célèbres. On pourrait revenir un petit peu sur chacune des mécaniques plus en détail, si tu veux, là, dans quelques instants, mais juste peut-être pour donner un côté un peu plus spectaculaire d'exemples connus Oui. sur, par exemple, justement, des vendeurs à découvert, entre autres. On pourrait donner plusieurs exemples, mais il y a l'exemple de Michael Burry que vous Oui. connaissez sûrement. En tout cas, du moins, vous avez peut-être vu le film The Big Short, qui est Big sorti en Short, oui. 2015. Euh, C'était le fondateur et ancien gestionnaire du fonds de couverture Sion de Capital, qui est, en fait, c'est un style d'investisseur, justement, à contre-courant. Puis son trade le plus célèbre, c'était de miser contre des marchés immobiliers hypothécaires qui étaient vraiment surévalués à la
fin des années 2000, alors que la majorité des investisseurs prenaient des positions haussières là, sur ces titres-là. Bien, lui a misé sur la baisse Mm. des titres liés au prêt hypothécaire. Évidemment, vous vous souvenez de la crise des subprimes qui a Oui, éclaté, qui a entraîné l'effondrement du marché immobilier. Donc, lui, comme il avait misé à il a bien contre-courant, donc profité. sur la baisse du secteur, mais il a réalisé des centaines de millions de dollars en profit. Donc, bref, c'est pas toujours aussi spectaculaire, mais c'est un bon film à écouter pour ceux qui veulent, ceux qui ne l'auraient pas Oh, vu. oui, Sinon, plus près de chez nous, si il y a un financier montréalais du nom de Richard Marshall qui est vraiment devenu célèbre assez récemment avec son investissement dans GameStop, donc avec oui, son couverture Senvest Management. Vous vous souvenez, là, évidemment, sûrement de la saga des meme stocks avec Wall Street Bets, puis qui était sur Reddit. Donc, oui, ça a propulsé certains titres comme GameStop et AMC et compagnie. Il y en a eu plusieurs qui ont été propulsés par de petits investisseurs, mais il y a aussi des gros investisseurs qui avaient misé sur des titres qu'ils jugeaient sous-évalués. Eh bien, malchance, GameStop était un de ces titres-là qui avait acheté moins de 10 alors que c'était jugé un titre un peu en perdition, mais lui, il avait misé à contre-courant sur ce titre-là. Eh bien, il l'a vendu alors qu'il atteignait un sommet dans les 340 quelques oui. dollars. Fait que c'est sûr que là, à ce moment-là, c'était un profit spectaculaire de 700 millions US. On parle de presque 1 milliard canadien, là, en gros. Là. Fait que c'était assez Ouais. spectaculaire. Bref, c'est pas toujours aussi excitant de miser à contre-coup, Oui. mais ça peut arriver que ce soit rentable, oui. Voilà, là maintenant avec bon, j'ai vu votre billet boursier, l'article que vous avez parlé sur Nvidia, j'ai suivi un petit peu l'actualité avec leur publication des résultats euh, qui sont assez performants. Donc le titre, il est surévalué, il a franchi plus que 700 ou 720 dollars ou plus que ça. J'ai pas vu depuis hier. Donc euh, avec des titres comme ça qui sont au top là maintenant, est-ce que ces stratégies-là, on peut les appliquer? Oui, en fait, il faut toujours être à l'affût de titres surévalués ou sous-évalués pour appliquer ce type de stratégie-là. Par contre, il faut tout de même attendre des signaux de Hmm, renversement. C'est pas parce qu'un titre monte beaucoup ouais, qu'automatiquement il est éligible à être vendu à découvert, par exemple. Donc, faut être dans le cas des titres technologiques, oui, ils ont beaucoup augmenté. Tu sais, on parle de l'année dernière, en 2023, tu sais, le secteur technologique, si on prend un fonds négocié en bourse relié au secteur technologique comme XLK ou il y en aurait d'autres, mais on parle de 50% de rendement l'année dernière. Puis en fait, le meilleur titre du secteur, je pense que c'est sans conteste NVIDIA que tu viens de mentionner, effectivement, en 2023. C'est quand même fait, je ne m'abuse, autour de 138 oui, j'ai écrit sur ce titre hier parce que les résultats financiers, en fait, on avait vu un repli du titre dans les jours précédents, l'annonce des résultats financiers, étant donné que le marché, disons, s'attendait pas encore à nouveau à des résultats aussi spectaculaires, mais contre toute attente, oui, ça a été des résultats, encore une fois, au-dessus des attentes pour NVIDIA. Le titre a monté encore de 16 hier. oui, Et d'ailleurs, ce matin, on a franchi le cap historique du 800 c'est quand même, on parle de 60 de rendement, là, grosso modo, année à date. Donc, ouais. la vedette d'hier, Oui, de l'année dernière, en ce moment, c'est encore la vedette des marchés. Donc, est-ce que c'est surévalué? En ce moment, tu portes à croire que le titre a encore du potentiel aussi Bon, avec l'intelligence artificielle. C'est le leader dans son domaine. Donc,
j'irai pas à l'encontre d'un titre qui a le vent dans les voiles comme celui-là. Donc, ça serait un peu. Je pense que faut attendre des signaux, il faut attendre euh, Attendre des des signaux de opportunités. renversement. Oui, effectivement, il faut attendre des indices que oui, il est rendu vraiment surévalué, puis oui, il y a des signaux qui portent à croire. Les signaux qu'on enseigne évidemment dans le cours d'action chez les Traders Canada, avec que ce soit les chandeliers japonais, les figures Mm. chartistes, analyse technique, etc. On enseigne des signaux de renversement de tendance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas dans le secteur de la technologie, par contre. D'accord, d'accord. Bon, vous m'avez parlé aussi, on a parlé un petit peu des FNB. Donc, est-ce que c'est possible de me donner un exemple concret d'un FNB qui serait à contre-courant, comme l'exemple que tu as mentionné sur le secteur technologique? Si vous pouvez me rappeler son nom. Oui, ben en fait, il y a beaucoup de fonds négociés en bourse. Il y en a des milliers. Je pense qu'il y en a au-dessus de 3000. Oui, Il y a beaucoup de choix de fonds négociés en bourse. Évidemment, quand on va utiliser les fonds négociés en bourse, on va prendre ceux qui ont le plus sont les plus liquides, qui ont le plus idéalement, beaucoup de volume. oui, Puis l'idée, quand on est à contre-courant, c'est d'essayer de déceler des fonds négociés en bourse des titres ou des fonds négociés en bourse qui pourraient être sur ou sous-évalués. Je peux faire un petit topo des fonds négociés en bourse, puis peut-être essayer d'en identifier un qui pourrait être à surveiller. Pour les fonds négociés en bourse, évidemment, on a les fonds négociés en bourse, par exemple, si on prend le Nasdaq, qui performe de façon assez exceptionnelle l'année dernière et qui continue sur sa forte montée, mais c'est le QQQ qui est relié à la performance du Nasdaq là, qui contient là, les principaux titres que tout le monde connaît, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Nvidia, justement. Euh, oui, Ceux qui voudraient miser sur le renversement du Nasdaq, c'est possible de le faire. Évidemment, on peut vendre à découvert le QQQ, tout simplement, mais on pourrait aussi acheter un fonds inversé. Par exemple, le ProShare Short QQQ, qui est le symbole PSQ, qui va en fait générer un rendement à l'inverse. Par exemple, en 2023, inutile de vous dire que le PSQ a très mal fait parce qu'il a perdu au-dessus de 30 là, non, non, puis ceux qui sont vraiment plus téméraires, ben, il y a même des ultra short, donc deux fois mouvement contraire, et le ultra pro qui est trois fois le mouvement contraire. Et des fonds négociés en bourse que je détiendrai dans mon portefeuille en ce moment à les contraires du Nasdaq. Faut pas faut, faut attendre qu'il y ait des signaux de renversement. Mais si oui, on fait c'est un vrai. petit topo 2023, évidemment, on l'a parlé, le secteur technologique, un des meilleurs. Ceux qui veulent être plus pointus avec toute l'effervescence entourant NVIDIA, tout ça, il y a évidemment un fonds négocié en bourse qui est plus spécifique aux semi-conducteurs. Par exemple, le SMH, qui vraiment cible les secteurs les titres de ce secteur-là. Mais sinon, règle générale, on va regarder où se situent les différents secteurs. Donc, communication, super bien fait en 2023, 40 consommation discrétionnaire, 30 d'augmentation en 2023, l'industriel à 10 financier matériaux, assez bien fait, aussi autour de 10 investissement immobilier, real estate, un modeste de 5 mais somme toute, performance positive pour l'année qui s'est terminée en 2023. Puis là, ensuite de ça, ben, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui va être intéressant en 2024? En tout cas, pour l'instant, la technologie continue d'être la vedette. Oui, Si on demande à mon ami David, qui était ton dernier invité, il dirait sûrement le Bitcoin, l'ETF relié au Bitcoin là, oui, pour 2024, qui est le plus à surveiller. Bref, puis aussi, on va regarder les secteurs qui ont moins bien performé. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui auraient un potentiel? l'énergie, Renaud. Le secteur de la santé, il a moins bien performé, en fait, que fin d'année 2023 avec une baisse de plus ou moins de 5 Puis, c'est comme un petit peu comme ça d'essayer de voir c'est quoi les titres qui peuvent renverser parce que les vedettes d'aujourd'hui ne seront pas nécessairement les vedettes de demain.
Puis c'est un bel exemple parce que dans le secteur de la santé, pendant la pandémie, c'était un des meilleurs secteurs. On s'entend. Tout à fait. Comme le titre de, je regardais, un des pires titres de 2023, ben, c'est Moderna. Hein, c'est le symbole mRNA. Mais c'est sûr que pendant le pic de la pandémie, on a frôlé je pense qu'il a frôlé le 500 là, à l'été 2021, quand on était dans le pire. Mais en 2023, il a perdu 61%, il a fait moins de 61%. Fait que, il se négocie. Je n'ai pas regardé récemment, mais je pense que la dernière fois que j'ai regardé, il est autour de 80 fait que, c'est quand même une chute assez brutale. Fait que ces titres-là qui sont de, qui montent, qui deviennent surévalués, ben là, c'est sûr que quand la pandémie est devenue sous contrôle et tout ça, ben, c'est un bel exemple de titre qui a montré des signaux de renversement et qui aurait pu faire l'objet d'une stratégie baissière. Ouais. Cela dit, le secteur de la santé va quand même connu un bon départ en fin d'année 2023. Il a commencé à renverser sa tendance, il est passé au-dessus de ses moyennes mobiles 50, 200, puis il a amorcé une belle montée en début d'année 2024. Sinon, il y a bien de consommation de base qui avait moins bien performé en 2023 et les utilitaires aussi, qui étaient pas mal un des pires secteurs avec 10% de baisse. Donc, puis qu'en ce moment, que ça poursuit sa tendance baissière. Bref, c'est quoi y a-t-il des secteurs là-dedans qui peuvent être intéressants à surveiller cette année? Oui, assurément. Pour ma part, il y en a un que je surveille en ce moment qui pourrait, à mon avis, évidemment, c'est une opinion. Hein, on ne fait pas aucune recommandation, Recommandation, oui. mais il y a le secteur de l'énergie solaire. Je surveille du coin de l'œil. Pourquoi? Mais c'est un secteur qui a baissé énormément. Donc, quand on a une philosophie d'aller contraire, ben, c'est ce qu'on recherche. Y a un secteur qui est particulièrement, qui a particulièrement monté ou particulièrement descendu par rapport aux autres secteurs? C'est un titre qui a quand même vraiment moins bien fait. Il a vraiment mal performé dans les derniers mois. Il avait eu quand même un beau sommet en 2021, mais depuis, ça l'a énormément baissé. Là, il faut essayer de voir pourquoi. Pourquoi ça l'a baissé aussi? Pourquoi ça pourrait renverser potentiellement? C'est sûr que depuis son sommet, ben, il est arrivé quelques pépins là, au niveau de différents types du secteur. Par exemple, il y a eu un déséquilibre dans la chaîne d'approvisionnement. La demande des consommateurs n'était pas au rendez-vous. Ça a été exceptionnellement bas comme demande. Donc, ce qui a fait que l'offre a excédé la demande. Ça exerce une pression, évidemment, sur le marché. Et aussi, ben, les hausses successives de taux d'intérêt Oui, ont vraiment nuit au secteur, parce que la Réserve fédérale, évidemment, pour lutter contre l'inflation, la Banque du Canada n'avait pas le choix de hausser ses taux, monter aussi. ça va de soi. Mais là, la situation se stabilise au niveau de l'inflation. Mais une hausse de taux, ça a particulièrement malmené les titres du secteur. Pourquoi? Bien, ça augmente les coûts d'emprunt. Comme ça fait des coûts d'emprunt plus élevés pour les entreprises, et particulièrement pour les entreprises du solaire, parce que c'est un secteur où ils doivent beaucoup emprunter pour développer des nouveaux projets. Ben, à ce moment-là, ben, comme le financement coûte plus cher, ben, ça réduit leur rentabilité et par ricochet, la confiance des investisseurs. Fait que des titres qui ont vraiment été malmenés, là, comme Solar Edge qui a baissé de 70% l'an passé. C'est sûr, il n'y a pas eu le choix avec tout ça d'annuler et de reporter des travaux, des projets. Fait que, oui, ça a affecté grandement son bénéfice d'exploitation. Le titre a chuté énormément. Donc, oui, le secteur a connu des difficultés, mais justement, c'est de voir ce secteur-là qui est en difficulté. Est-ce que les prix plus bas de l'énergie pourraient offrir des opportunités justement à moyen terme? Ben, le solaire, il y a quand même un potentiel intéressant de dominer le marché. L'électricité va sûrement dominer, on s'attend à ce que ça domine le marché dans les prochaines décennies, le marché de l'énergie. Puis avec les baisses de taux qui sont anticipées à venir, ben, ça pourrait donner un nouveau souffle au secteur. Donc, on peut regarder des titres en particulier, mais si on veut avoir un œil sur le secteur, il y a un fonds négocié en bourse qui est TAN, T-A-N. J'aime bien quand ils font un jeu de mots là, avec le symbole boursier. Oui, Un beau tan, un beau bronzage, comme on pourrait dire.
Donc, ça se négocie autour de 40-45 $ en ce moment. Ça joue dans ces eaux-là, 42 $ aujourd'hui à l'heure où on se parle. Bref, c'est pas encore nécessairement sorti du bois le secteur parce que, encore une fois, les derniers résultats, c'était en deçà des attentes. Donc, disons qu'il y a quand même un certain support qui se dessine autour de 40 $. C'est quand même une grosse baisse là, par rapport à son. Il avait quand même franchi le cap des 100 $, ce FNB-là, en 2021. Donc, c'est quand même 40 % de baisse sur 12 mois. Puis les résultats ne sont pas encore tout à fait à la hauteur, mais c'est un secteur, à mon avis, qui pourrait avoir un potentiel de renversement là, à surveiller en 2024 dans une optique, évidemment, de philosophie d'investissement contraire. Bon, d'accord. Un petit rappel, c'est pas une recommandation, donc Non, 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 non. voilà. Autre chose, bon, on a parlé un petit peu des FNB, on a parlé des titres avec la vente à découvert. Aussi, on a la possibilité de transiger avec les options. Comment, avec les options, on peut être avantageux avec ces stratégies à contre-courant? Puis oui, effectivement, les options, c'est vraiment très utile quand on a des stratégies qu'on veut mettre en place à contre-courant. Pourquoi? Ben, tantôt, on l'a mentionné brièvement, mais évidemment, un titre ou un secteur sous-évalué, je pourrais acheter un titre en question ou un secteur cible par rapport à ça. Donc, au lieu d'acheter le titre ou le secteur, donc d'être long stock ou long FNB, ben à ce moment-là, je pourrais utiliser une option d'achat. Donc, pour ce faire, donc, en gros, c'est que ça me permet, pour une plus petite partie, une plus petite somme à investir, Oui, de contrôler une plus grande valeur d'actifs. Et si je me trompe, parce que évidemment, quand on mise à contre-courant, ça arrive qu'on se trompe aussi. Donc, oui. ça fait moins mal au portefeuille. Autrement dit, on contrôle mieux notre risque. On La prime. prime, oui, Euh, et c'est aussi vrai, sinon plus, dans le cas de l'option de vente, parce que tantôt, on parlait il y a de la possibilité de vendre à découvert un titre qui pourrait être surévalué, qui a des signaux de renversement qu'on va identifier. Et puis à ce moment-là, évidemment que la vente à découvert, donc le fait d'emprunter, parce que tu sais, juste pour ceux qui sont moins familiers, c'est pas compliqué la vente à découvert, mais il faut quand même bien comprendre avant de s'y adonner. Tu sais, c'est tout simplement le fait d'emprunter les actions à un courtier pour les vendre oui. mais dans un but de les racheter à un prix inférieur. Donc, si on les Supérieur. rachète à un prix inférieur du prix vendu, c'est à ce moment-là qu'on va réaliser notre profit. Possiblement que la plupart d'entre vous êtes familiers avec ça, mais pour ceux qui étaient un petit peu moins, c'est une explication brève de ce qui implique par contre une part de risque assez importante, étant donné que théoriquement, on s'expose à un risque illimité. Étant donné que, en théorie, le titre qu'on vend à découvert ben, peut monter à l'infini. Alors que si on achète une action, il ne peut pas descendre en bas de zéro. Hein. Donc, notre Oui, risque peut être élevé, mais il se limite que si j'investis 1000 $ dans une action, je peux perdre mon 1000 $ mais je ne peux pas en perdre plus. Alors que, en théorie, le titre, s'il monte dans la stratosphère, bien, à ce moment-là, je pourrais perdre des grosses sommes. De l'option de vente, ben, ça permet de mieux contrôler mon risque, étant donné que je ne peux pas perdre plus que ma prime, mais je peux miser sur la baisse d'un titre ou d'un secteur que je vais cibler. Donc, avec l'option de vente, ça va un peu imiter l'effet d'une vente à découvert. Donc, si le titre sous-jacent, donc qui est relié à mon option, baisse, donc le cours du titre baisse, toutes choses étant égales par ailleurs, mais la valeur du contrat d'option de vente va monter. Donc, une option de vente, on appelle ça communément en anglais un put aussi. Donc, le put, la valeur du put va augmenter. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte, mais à la base, si ça baisse, le titre baisse, bien, l'option reliée, l'option de vente qui va être reliée à ça va baisser également, va augmenter, c'est-à-dire au niveau de la valeur. Donc, c'est vraiment un élément intéressant pour
contrôler notre risque, limiter notre risque qu'on veut initier une position. C'est une excellente façon de faire. Oui. On pourrait aussi l'utiliser pour limiter aussi notre risque sur une position que nous avons. Là, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que là, ça va devenir un petit peu plus sophistiqué, mais si je détiens une position long ou short, sachez que je peux utiliser aussi mon option pour limiter mon risque. Autrement dit, utiliser l'option pour faire un arrêt sur perte, un stop loss, un arrêt sur perte, mais qui serait supérieur parce que là, à ce moment-là, l'option garantit mon prix de vente, alors qu'un arrêt sur perte, ben, si j'ai un gap contre ma position, ben, à ce moment-là, il va passer par-dessus mon arrêt sur perte, donc je peux subir des pertes plus importantes que prévues, alors que mon option de vente garantit mon prix d'achat ou de vente, dépendamment si c'est un long ou short. Là. Donc, ça permet de mieux contrôler mon risque. Donc, c'est tous des outils intéressants, particulièrement l'option pour vraiment, en plus des FNB, là, mais l'option particulièrement, c'est un outil intéressant justement dans des cas de stratégie à contre-courant. Voilà. Donc, merci beaucoup pour toutes ces explications. Aujourd'hui, on a une idée sur l'investissement à contre-courant. Moi, personnellement, je vois que c'est une approche assez innovante au niveau de la diversification. Merci pour votre expertise, Monsieur Richard.